Bien, sachez que dans ce cours, nous allons effectuer une petite excursion au cœur du royaume aquatique. Alors la trame est plutôt simple puisque nous allons commencer notre aventure en Europe par la rencontre d'une espèce qui partage notre diversité culturelle. Ensuite, nous ferons un détour en Amérique afin de rencontrer quelques espèces uniques en leur genre. Puis nous ferons un virage en Australie avant de terminer notre excursion en terre asiatique, nous permettant ainsi de découvrir une faune aquatique hors du commun. Mais avant toute chose, commençons notre aventure par la rencontre de la première espèce. Il s'agit d'ailleurs d'une tortue d'eau douce. Alors juste avant de la décrire, je souhaiterais vous afficher au tableau une carte sur laquelle nous pouvons voir les différentes localisations géographiques des habitats d'où les espèces proviennent, donc les espèces que nous allons voir dans ce cours. Leurs milieux naturels sont d'ailleurs encerclés en cercles de couleurs pour ainsi pouvoir différencier les différentes zones avec les différentes espèces que nous allons voir ensemble. Et voici, comme je vous le disais, la première espèce où il s'agit d'une tortue d'eau douce. Alors, originaire du nord de l'Allemagne et de la Pologne jusqu'aux pays d'Afrique du Nord, la cistude d'Europe est une tortue qui se rencontre majoritairement au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Portugal, en Espagne, en France également, en Corse, en Sardaigne, en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Grèce, en Yougoslavie, en Albanie, en Turquie et en Iran. Autant vous dire qu'elle a une vaste zone d'habitation. Alors, c'est une tortue aquatique qui est assez particulière et également intéressante sur le fait qu'elle puisse supporter des eaux relativement froides, contrairement aux espèces que j'ai pu vous présenter dans les cours précédents. Alors, elle fréquente les mares, les marais, les étangs ainsi que les rivières à faible courant. Concernant ses caractéristiques, eh bien, c'est assez simple puisque la cistude d'Europe, de son nom scientifique Emys orbicularis, se caractérise par une carapace relativement aplatie, reconnaissable par de petites taches rondes de couleur jaunâtre sur une peau entièrement noire. Sa carapace, quant à elle, est uniformément noire et rarement tachée de jaune. De plus, c'est une espèce capable d'atteindre une taille comprise entre 15 et 18 cm de long à l'âge adulte pour une masse d'environ 800 grammes. Enfin, sachez que dans son milieu naturel, eh bien, elle utilise la chaleur émise par le soleil afin de se thermoréguler correctement. Alors pour ce faire, bien entendu, elle n'hésite pas à grimper au sommet d'un rocher qui présente une surface hors de l'eau ou encore sur des troncs d'arbres morts flottant à la surface d'un point d'eau où elle demeure. Et ça, c'est sans oublier bien entendu la présence du rideau de végétation qui permet à la cistude d'Europe d'être à l'abri des courants d'air. Concernant son régime alimentaire maintenant, eh bien, il faut savoir que c'est une tortue qui se nourrit essentiellement de proies animales. Des proies animales qu'elle va chasser dans la végétation aquatique, alors plus ou moins dense, à savoir des insectes, des crustacés, des mollusques, des poissons également, ou éventuellement des amphibiens. Pour ce qui est de la reproduction, eh bien, sachez que la cistude d'Europe atteint sa maturité sexuelle vers 6 ou 8 ans. Alors ça, c'est pour les mâles, puisque ce sera entre 12 ou 15 ans pour les femelles. Alors les accouplements ont lieu dans l'eau, et lors de la ponte, eh bien, la femelle choisit de préférence une zone de ponte sableuse ou argilo-limoneuse, donc une zone de ponte pouvant être éloignée jusqu'à 500 mètres de la mare principale. La ponte s'effectue de mi-mai à début juillet
et est généralement composé d'une dizaine d'œufs. Alors il peut arriver d'observer une femelle pondre une vingtaine d'œufs, mais il s'agit là plutôt d'exception. L'incubation dure en moyenne 90 jours, c'est important de le savoir, et à la naissance, eh bien, les nouveau-nés se dirigent immédiatement en direction du point d'eau. Notez que les pontes et les juvéniles sont souvent la proie de quelques prédateurs, entraînant ainsi un faible taux de reproduction. Et c'est sûrement pour cela que cette tortue possède une durée de vie pouvant atteindre 80 ans. Alors malheureusement, eh bien, ces effectifs sont en constante diminution, alors souvent causés par les activités humaines, la pollution ou encore la diminution de ces espaces de vie. Et ça, c'est sans compter l'introduction de la tortue à tempe rouge dans les habitats naturels de l'Asie sud d'Europe. Il y a également la destruction des sites de ponte par l'agriculture intensive, la pêche ou encore le boisement des prairies sèches. Bien, il me semble avoir tout dit en ce qui la concerne. Poursuivons à présent notre excursion sur le continent américain afin de découvrir un animal très original mais idéalisé également par tant de personnes, que ce soit par d'innombrables amateurs de terrariophilie ou encore par la recherche médicale. Alors, originaire du Mexique, l'axolote est un animal hors du commun. Il s'agit d'ailleurs d'une salamandre issue de la famille des amphibiens, soit la plus grande de la famille des Ambystomatidae. Ce qu'il faut savoir à propos de cet animal, eh bien, c'est qu'il vit dans les lacs du centre du Mexique. C'est une espèce qui demeure dans une eau comprise entre 6 et 20 degrés. Alors plutôt discret, cet animal n'apprécie pas la lumière vive, il faut le savoir. C'est pourquoi si vous êtes amené à élever dans le cadre d'une captivité cet animal, eh bien, il sera légitime de recréer de nombreuses cachettes. Concernant les caractéristiques, eh bien, il faut savoir que l'axolote peut atteindre une taille comprise entre 20 et 30 cm de long à l'âge adulte, sachant que certains spécimens mesurent plus de 40 cm. Bon, il s'agit là d'exceptions bien entendu, mais ça peut arriver. Alors il se caractérise tout simplement par un long corps, similaire aux autres salamandres, avec une queue en forme de nageoire, des yeux sans paupières et des branchies roses sous la forme de fougères sont également présentes sur sa tête. Les branchies étant réparties en deux groupes de 3 zoupes branchiales, de part et d'autre de la tête, comme vous pouvez l'apercevoir sur cette photographie. Pour ce qui est de ses pattes avant, eh bien, ces dernières sont chacune composée de 4 doigts, tandis que pour les pattes arrière, eh bien, il y en a 5. De plus, l'axolote est reconnaissable par son étonnante variation génétique en termes de pigmentation. Effectivement, il est capable d'être sous la forme commune, donc à savoir gris, noir, brun ou bleu. Sous la forme sinon leucitique, à savoir totalement blanc avec des yeux complètement noirs, comme ici c'est le cas par exemple, ou encore sous la forme albinos, à savoir blanc ou doré avec les yeux rouges. Sachez que les axolotes sont utilisés pour la recherche médicale et nombreux d'individus sont élevés en captivité. Alors leur capacité de régénération par exemple est très stupéfiante. En effet, cette espèce est capable de régénérer des organes entiers en quelques mois seulement. Il possède également une très grande capacité de transplantation, telles que des yeux ou des zones du cerveau, qui d'ailleurs retrouvent par la suite leur entière capacité. C'est tout de même impressionnant, je trouve. Il y a même d'ailleurs dans certains cas où ils peuvent restaurer un membre endommagé ou bien en créer un supplémentaire. Pour ce qui est de son régime alimentaire, eh bien, il faut savoir
que l'axolote est carnivore, qui se nourrit principalement de petits poissons, d'alevins, de larves, d'insectes, de têtards, de vers, de crevettes et d'autres petits crustacés qui passeraient à sa portée. En captivité, il appréciera manger des guppies ainsi que des néons. En ce qui concerne le sujet de la reproduction, il faut savoir que la maturité sexuelle de cette espèce est atteinte au bout d'1 an, observable par un changement de couleur d'ailleurs dans l'extrémité des doigts. Les doigts d'un individu clair deviendront noirs, tandis que ceux d'un individu foncé deviendront blancs. À l'état sauvage, la période de reproduction se déroule entre mars et juin. D'ailleurs, la femelle peut réaliser entre 50 et 1500 œufs par ponte et l'éclosion a généralement lieu 14 jours après la ponte. Pour en finir avec la description de ces espèces, il me semble important de souligner que l'axolote risque de disparaître. En effet, on trouve maintenant moins d'un axolote par kilomètre carré contre 1000 en 1996. Alors, il s'agit là du résultat de la pollution des espaces de vie par les eaux usées de la mégalopole, les pesticides déversés par les cultivateurs locaux, ainsi que les déchets laissés par des milliers de touristes qui visitent ce territoire. Et tout ça, c'est sans compter l'introduction de milliers de poissons destinés à la pêche, comme la carpe de Chine ou le tilapia d'Afrique par exemple, depuis les années 70 qui s'attaquent aux œufs d'axolotes. Bon, il me semble avoir fait le tour. Découvrons maintenant une espèce, elle aussi, habitante du continent américain d'ailleurs. C'est certainement parce qu'elle a su peupler un territoire suffisamment grand qu'elle fait aujourd'hui partie de notre liste d'élite du royaume aquatique. Je veux bien évidemment parler de la clémide à gouttelettes. Alors demeurant en Amérique du Nord et plus précisément aux États-Unis et au Canada, la clémide à gouttelettes, de son nom scientifique Clémis guttata, est une tortue aquatique qui possède une aire de répartition relativement vaste. Cependant, sa distribution est aujourd'hui très disloquée. Alors, habitant dans la partie nord du continent américain, cette espèce fréquente les ruisseaux ainsi que les marécages peu profonds. Et ce, généralement dans une eau comprise entre 26 et 28 degrés. Concernant ses caractéristiques, sachez que la clémide à gouttelettes fait partie des plus petites espèces de tortues, puisqu'elle ne dépasse pas les 12 cm 5 de long à l'âge adulte. Alors elle se caractérise par une couleur uniformément noire, composée de petits points jaunes, autant sur la carapace que sur ses parties molles. Cependant, ces derniers sont plus ou moins intenses d'un individu à un autre ou selon la partie du corps du sujet. Alors le plastron, quant à lui, est de couleur jaune-orangé et est largement couvert par deux zones symétriques longitudinales de taches noires. Enfin, pour ce qui est de ses parties molles, soit de sa tête, ses pattes et sa queue, sachez qu'ils sont entièrement noirs et rarement clairsemés de petits points jaunes. Alors, son régime alimentaire, quant à lui, comprend une grande variété d'invertébrés, à savoir des crustacés, des gamarres, des petites écrevisses, des branchiopodes, des larves et des insectes aquatiques en tout genre. Sachant que cette tortue d'eau douce peut occasionnellement se nourrir de mollusques, d'amphibiens et de poissons morts. Concernant la reproduction, sachez que le site de ponte n'est jamais trop éloigné du point d'eau. D'ailleurs,
lors de la ponte, eh bien, la femelle va creuser un trou d'une profondeur de 6 cm et d'une largeur d'environ 5 cm. 1 à 2 pontes y sont déposées annuellement, comprenant chacune de 1 à 8 œufs. Alors ces derniers mesurent entre 25 et 35 mm de long pour une largeur comprise entre 16 et 18,5 cm et pour une masse comprise entre 5 et 7 grammes pour ceux qui se le demanderaient. Sachez d'ailleurs qu'en fonction de la température, eh bien, la durée d'incubation varie de 70 à 83 jours. Enfin à la naissance, eh bien, les nouveau-nés mesurent entre 26 et 31 mm de long, de 23 à 33 mm de large et pèsent de 3 à 6 grammes. Pour terminer avec cette espèce, eh bien, il est intéressant de savoir que les populations de clémides à gouttelettes sont en régression constante suite à la destruction de leur habitat, alors généralement causée par les décisions humaines, jugeant que les marécages sont des lieux insalubres et décident tout simplement de les assécher pour en faire des zones de culture. La construction de réseaux routiers fractionne également les espaces et contribue à la mortalité, malheureusement, lors des migrations. La pollution, la prédation, les prélèvements sauvages pour en faire des animaux d'agrément et le faible taux de reproduction, bien entendu, accélèrent la diminution de cette population. Bien qu'aux États-Unis, le statut de protection varie selon les États, notez tout de même qu'au Canada, eh bien, cette tortue aquatique est tout de même classée comme étant une espèce protégée et vulnérable. Bien, à présent nous restons volontairement aux alentours des États-Unis afin de rencontrer une tortue relativement réputée dans ces régions, puisqu'il s'agit de la malaclémide concentrique. Bien. Alors, originaire de la côte ouest des États-Unis, du Massachusetts, du Texas, eh bien, la malaclémide concentrique, de son nom scientifique Malaclémis therapine, est une tortue aquatique qui se rencontre aux bordures de l'océan Atlantique et du golfe du Mexique. Alors, il faut savoir que cette espèce fréquente les eaux saumâtres et salées de la région d'où elle est originaire, soit une eau ayant une température comprise entre 26 et 30 degrés, ainsi qu'une bonne plage d'ensoleillement, puisque tout comme pour de nombreuses autres espèces de tortues, l'UV est indispensable pour la malaclémide concentrique. Alors pour ce qui est de ses caractéristiques, eh bien sachez que c'est une espèce qui se caractérise par une dossière plutôt ovale et légèrement aplatie, recouvert d'une couleur qui varie du gris au brun voire au noir. Sur chaque côté de sa carapace, des stries de croissance concentriques sont également observables, alors qu'elles soient en relief ou de couleur alternée, soit du clair au noir, sachant que le centre est parfois jaunâtre. Une carène médiane est plus ou moins marquée et s'avère être très prononcé chez certains juvéniles. Le plastron, quant à lui, varie du jaune à l'orange ou au vert, ça peut arriver, avec parfois des taches sombres. Alors, pour ce qui est de ses parties molles, à savoir sa tête, ses pattes et sa queue, eh bien, sont recouverts d'une couleur grise, voire quasiment blanche, présentant des taches grises foncées. Sachez également qu'il y a des taches ou des lignes, tout dépend du sujet bien entendu, irrégulières et sombres sur la tête avec parfois une bande sombre
sur la mâchoire supérieure. Pour ce qui est du nez, eh bien, ce dernier est assez court et les yeux, quant à eux, sont entièrement noirs. Alors pour ce qui est de son régime alimentaire, il est intéressant de savoir que la malaclémite concentrique se nourrit principalement de crustacés tels que des petits crabes ou des crevettes et occasionnellement de petits poissons. De plus, il faut souligner que les femelles possèdent des mâchoires adaptées pour briser les coquilles de mollusques. Voilà. Alors, en ce qui concerne la reproduction maintenant, eh bien, sachez que chez cette tortue, la maturité sexuelle intervient entre 2 et 3 ans chez les mâles, tandis que chez les femelles, eh bien, elle intervient aux alentours des 6-7 ans. De plus, notez que la période de reproduction se déroule au début printemps et la femelle pond généralement de 5 à 12 œufs. D'ailleurs, ces derniers écloront à la fin de l'été. Alors avant de terminer la description de cette espèce, notons que le déclin de population de la malaclémite concentrique est le résultat du commerce de potage de tortues réalisé à partir de la chair de cette espèce ainsi que la destruction de son habitat causé par l'activité humaine. Bien. Alors continuons désormais notre petite excursion par la découverte d'une nouvelle espèce et il s'agit bien entendu de la couleuvre à jarretière de Santa Cruz. Alors la couleuvre à jarretière de son nom scientifique Thamophis otratus est originaire de la Californie. Alors dans sa description originale, cette couleuvre aquatique se rencontre dans la chaîne côtière intérieure de Napa et Solano au comté de Santa Barbara et de la chaîne de Santa Lucia. Ce qu'il faut savoir à propos de cette espèce, eh bien, c'est qu'elle fréquente les prairies ainsi que les forêts étant à proximité des étangs, des marais, des ruisseaux et des lacs. Alors, c'est une espèce qui se caractérise par une couleur relativement foncée d'un premier abord, puisqu'à vrai dire, sa coloration dorsale varie considérablement. Néanmoins, cette coloration présente eh bien, différents motifs de couleur gris pâle avec des rangées alternées de taches plus foncées sur les côtés ou encore brun foncé avec des bordures moins distinctes voire presque entièrement noires. Alors une longue bande jaune est également plus ou moins présente chez les individus qui descend longitudinalement sur le dos. Enfin son ventre lui est entièrement blanchâtre voire jaune, tout dépend encore une fois des sujets. À l'âge adulte, eh bien, c'est un spécimen qui peut atteindre une taille comprise entre 50 et 100 cm de long. Pour ce qui est de son comportement, eh bien, relevons qu'il s'agit d'une espèce assez craintive et que si elles se sont menacées, eh bien, la couleuvre à jarretière cherchera un abri présent dans une source d'eau à proximité. De plus, une autre particularité caractérise cette espèce. Effectivement, il peut arriver que ce serpent cherche de la nourriture dans un point d'eau. Et pour ce faire, eh bien, elle n'hésitera pas à passer sa langue au-dessus de l'eau pour imiter un insecte afin qu'un poisson soit attiré et se jetant ainsi dans sa gueule. Donc oui, hein, son régime alimentaire, quant à lui, eh bien, il faut savoir qu'il est principalement composé d'amphibiens, de leurs larves également, de grenouilles, de têtards, de larves de tritons et de petits poissons. Sachant que les adultes ont tendance à se nourrir activement, tandis que les nouveau-nés sont de simples butineurs. Alors concernant le sujet de la reproduction chez cette espèce, eh bien, sachez que le comportement d'accouplement peut parfois être observé pendant des jours, voire des semaines d'affilée, comme jusqu'à fin mars par exemple. Et pour ce qui est du mâle,
eh bien ce dernier n'hésite pas à aller au-dessus de la femelle et tenter de s'accoupler avec cette dernière. Et des coups violents sont d'ailleurs délivrés par le mâle. Alors en captivité, certains chercheurs ont séparé les deux sexes au cours de l'année, les mâles et les femelles étant toute l'année dans le même espace vital, puisque séparer les deux sexes de cette espèce afin de stimuler le comportement d'accouplement n'est pas vraiment nécessaire, pour être exact. Alors, le seul inconvénient de laisser les deux sexes ensemble est que cela diminue les chances d'assister à un véritable accouplement, de sorte que nous ne pouvons pas rester tout le temps à regarder les sujets, à moins de tourner avec un collègue ou d'y ajouter des caméras, mais bon. Alors de plus, toujours en captivité, il faut savoir que cette espèce peut commencer à se nourrir 2 semaines après l'hibernation. Alors bien entendu, si le terrarium dans lequel ce serpent évolue est beaucoup trop frais, eh bien la couleuvre peut refuser de s'alimenter pendant plusieurs semaines. Alors pour conclure avec la couleuvre à jarretière de Santa Cruz, sachez qu'elle n'est pas particulièrement menacée, tout comme les autres sous-espèces de sa famille. Pour autant, le serpent jarretière de San Francisco, quant à lui, est sérieusement menacé suite à l'urbanisation qui a considérablement perturbé son habitat naturel. Bon, passons à présent à une nouvelle espèce. Alors, bien entendu, je ne pouvais pas passer à côté de cette sublime, ou que dis-je, de cette fascinante espèce, alors vraiment unique en son genre pour le coup. Et oui, je vais bien évidemment vous parler de la tortue Mata Mata. Alors dans le petit groupe des tortues vraiment uniques, bien entendu la Mata Mata occupe une place d'honneur. Originaire d'Amérique du Sud et plus précisément de Guyane, de Suriname, de Bolivie, du Brésil, de Colombie, du Pérou et du Venezuela, cette tortue aquatique est capable d'être reconnue par toutes les personnes l'ayant déjà vue. Alors, peuplant les rivières, les lacs et les marécages, la Mata Mata, de son nom scientifique Quelus fimbriata, se camoufle parfaitement bien dans son milieu naturel grâce à ses particularités hors du commun. Alors, concernant ses caractéristiques, eh bien, il faut savoir qu'elle se caractérise par une tête et un cou plutôt musculeux, portant des appendices charnus, et nous donne l'impression qu'elle est recouverte d'algues. Sa tête est particulièrement large d'ailleurs et triangulaire, qui se termine par un museau long et mince. Cette espèce atteint une taille assez importante à l'âge adulte, reconnaissons-le, soit près de 45 cm de long. Chez cette tortue, eh bien, les nouveau-nés sont reconnaissables par une couleur qui varie du rose clair à l'orange, tandis que les adultes se distinguent par une dossière noire ou brune et légèrement orangée, puis par un plastron qui varie du jaune clair au brun foncé. De plus, sachez que la dossière comporte également 3 carènes où les écailles présentent de petites pyramides, leur donnant ainsi cet aspect rugueux. Enfin, pour ce qui est de ses parties molles, eh bien, notons qu'il varie du brun orangé au gris. Il est également intéressant de savoir que dans son milieu naturel, eh bien, la Mata Mata tire un immense profit de ses caractéristiques physiques qui lui permettent de se camoufler de manière très efficace. D'ailleurs, en colonisant sa carapace, eh bien, les algues la font ressembler à un rocher des fonds marins, une aubaine pour se nourrir sans effort, sachant que ce camouflage est complété par les excroissances de sa tête et son cou. De plus, il est d'avis que cette tortue d'eau douce soit capable de détecter les mouvements autour d'elle
grâce à certains de ses organes sensoriels plus ou moins développés. En ce qui concerne son régime alimentaire, eh bien, sachez que la mata-mata est principalement carnivore. Effectivement, à l'état sauvage, elle se nourrit d'alevins, de têtards, d'amphibiens, voire de poissons lorsqu'elle devient adulte. En ce qui concerne la reproduction chez cette espèce, eh bien, il faut savoir que la maturité sexuelle est atteinte au bout de 5 ans. Alors, bien que les paranuptiales soient difficilement observables, eh bien, certains chercheurs sont parvenus à relever un comportement récurrent. Alors, ce dernier se reconnaît par le chevauchement de la femelle par le mâle, suivi de sa tête qui s'étend vers elle. Il ouvre ainsi et ferme la bouche de manière répétée et ses pattes se détendent, lui permettant ainsi d'effectuer des mouvements plus rapides. Pour ce qui est de la ponte, eh bien, il faut savoir qu'elle s'effectue principalement entre novembre et décembre, comprenant une vingtaine d'œufs, sachant que ceux-ci mesurent entre 35 et 40 mm de diamètre. Enfin, l'incubation des œufs dure en moyenne 200 jours sous une température d'environ 28 degrés. Bien. Alors, pour terminer avec la description de la mata-mata, notons qu'elle n'est pas directement menacée, déjà par ses caractéristiques. En cas d'attaque venant d'un prédateur naturel, elle se replie immédiatement dans sa carapace. Son apparence devient alors peu comestible aux yeux des éventuels prédateurs. Pour ce qui est de son rapport à l'homme, eh bien, cette espèce n'est pas particulièrement chassée pour sa chair. Effectivement, les Amérindiens ne la consomment pas du tout, de son apparence ainsi que son odeur. Cependant, cette tortue assez populaire est ramassée en masse pour des collectionneurs peu scrupuleux, ce qui engendre ainsi la diminution de sa population dans certaines zones naturelles. Sa capture est donc devenue illégale en Guyane française. Pour autant, au niveau international, eh bien, aucune réglementation particulière interdit malheureusement sa capture. Bien, intéressons-nous maintenant à une tortue qui, elle, a réussi à peupler 2 continents différents, l'un étant l'Amérique et l'autre l'Australie. Alors, de façon surprenante, le long cou de la tortue à queue de serpent s'est développé séparément sur 2 continents de l'hémisphère sud, soit l'Amérique du Sud et l'Australie. Alors, tous deux sont des pleurodires, mais celles du genre Chelodina vivent en Australie et en Nouvelle-Guinée, tandis que celles du genre Hydromédusa se situent en Amérique du Sud. Alors il faut savoir que ces 2 espèces de tortues aquatiques se rencontrent principalement dans les eaux troubles à des profondeurs supérieures à 3 mètres, dans des ruisseaux permanents également, au sein des rivières, des étangs ou encore au cœur des marécages. Alors en ce qui concerne les caractéristiques, eh bien, c'est une tortue qui se caractérise par un cou démesurément long qui sort d'une carapace à l'apparence commune pourtant. Alors les Chelodina plus nombreuses se répartissent en une 12aine d'espèces identifiées. Ce sont des tortues de taille moyenne
à grande, avec une carapace qui mesure de 30 à 45 cm. Le cou de cette espèce peut s'étirer d'une longueur équivalente à 60 voire 75% de la longueur de la carapace. Les tortues à cou de serpent d'Amérique du Sud, quant à elles, se divisent en deux espèces, soit leur nom scientifique, l'Hydromédusa tectifera et l'Hydromédusa maximaliani. Toutes deux présentes au Brésil, sachant que l'Hydromédusa tectiara se rencontre également au Paraguay, en Uruguay et en Argentine. Moins grande que celle d'Australie, elle possède une carapace mesurant entre 20 et 30 cm de long. Cependant, leur cou s'avère être plus long. Effectivement, une fois étiré, ce dernier avoisine quasiment la même longueur que celle de la carapace. Alors, concernant leur régime alimentaire, eh bien, il faut savoir que la plupart des tortues à cou de serpent sont omnivores, d'accord, mais elles ont tout de même des tendances carnivores. En effet, dans leur milieu naturel, elles se nourrissent majoritairement de grenouilles, de crustacés, d'insectes aquatiques et de petits poissons. Pour ce qui est de la reproduction, eh bien, intéressons-nous à la Chelodina expansa. Alors sachez que lors de la ponte, eh bien, la femelle creuse un nid à l'aide de ses pattes arrière d'une profondeur d'environ 20 cm. La ponte étant constituée de 10 à 20 œufs dans la majorité des cas, et la période d'incubation est particulièrement longue en raison d'un développement embryonnaire intrinsèquement lent. Ainsi, nous avons démontré qu'en moyenne, l'incubation durait entre 325 et 360 jours. Enfin, après l'éclosion des œufs, eh bien, les nouveau-nés restent enfouis sous terre dans la chambre de nidification, attendant que de fortes pluies déclenchent leur libération en creusant leur chemin à travers le sol durci. Bien. Alors, pour finir avec la description des tortues à cou de serpent, il faut savoir que la tortue de rivière à carapace large, soit la Chelodina expansa, est infectée par des vers parasites. Effectivement, notez que les vers semblent spécifiques à l'hôte et vivent en particulier dans les intestins de cette espèce. Bien. Alors, dans cette liste d'espèces animales dédiées à la description pour un intérêt plus ou moins scientifique, je souhaiterais maintenant faire honneur, comme dans quasiment chacun de mes cours, aux amateurs de terrariophilie. C'est pourquoi je vous ai décrit l'axolote tout à l'heure, mais je désirais également partager avec vous des connaissances concernant une autre espèce qui, quant à elle, peuple les points d'eau d'Asie. Je veux bien entendu faire référence au triton à ventre de feu. Alors, originaire du continent asiatique, et plus précisément du Japon, le triton à ventre de feu, de son nom scientifique Cynops orientalis, est un spécimen plutôt unique en son genre et regorge d'étonnantes particularités que nous allons voir ensemble. Alors, habitant des mares ou des petits cours d'eau lents, il apprécie le biotope à l'eau oxygénée, à la végétation abondante, avec un sol suffisamment sombre pour qu'il puisse devenir quasiment indétectable. Concernant ses caractéristiques, eh bien, il se caractérise par une peau rugueuse et granuleuse qui varie du noir au brun. Sa tête est plutôt rectangulaire, soit plus longue que large, présente également un museau court et tronqué. Le dos est presque arqué et possède également une arête vertébrale peu prononcée, mais qui s'avère tout de même être assez robuste.
Le ventre, quant à lui, se reconnaît par une couleur orange vif composée de petites taches brunes. Pour ce qui est de la queue, eh bien, sachez qu'elle présente un bout pointu. Alors concernant leur dimorphisme sexuel, notez que les femelles sont beaucoup plus imposantes que les mâles. En effet, elles sont capables d'atteindre une taille s'avoisinant aux 10 cm de long à l'âge adulte, tandis que les mâles, quant à eux, dépassent rarement les 8 cm 5. Alors, plutôt opportuniste, il se nourrit d'une très grande variété d'êtres vivants qui passent à sa portée. Alors, bien que cette espèce fit l'objet d'études herpétologiques en captivité, eh bien, il s'est avéré que la plupart de ses proies ne doivent pas se dépasser la taille de sa bouche, voire la taille de sa tête. Les vers et les petits crustacés composent principalement son alimentation, mais à l'état sauvage, eh bien, le triton à ventre de feu se nourrit de vers de terre, de vers de vase, de tubifex, de gamarre, de daphnie et bien d'autres encore. Alors d'ailleurs, pour ce qui est du registre de son maintien en captivité, eh bien, il n'est pas rare de voir certains éleveurs nourrir cette espèce avec des micro-grillons. De plus, il est intéressant de savoir qu'en fonction des saisons, eh bien, ce triton devra être nourri jusqu'à 3 fois par semaine, sachant qu'en été ainsi qu'en hiver, eh bien, cette fréquence de nourrissage devra descendre à 1 voire 2 fois par semaine. Alors, pour ce qui est du sujet de la reproduction, eh bien, relevons que lors de la période de reproduction, le mâle effectue une parade nuptiale dans laquelle il émet de la sodéphrine, alors une phéromone venant d'une glande abdominale, tout en la dirigeant vers l'organe voméronasal de la femelle suite à la mise en mouvement de sa queue. Alors lorsque la femelle est bien décidée à se reproduire avec ce dernier, eh bien, elle décide de le suivre. Ainsi, ce dernier dépose au fond de l'eau un spermatophore qui sera récolté par la femelle. Ensuite, la femelle pondra jusqu'à 200 œufs, eux-mêmes enveloppés dans une sphère gélatineuse qu'elle viendra déposer bien entendu individuellement dans la végétation dense. Enfin, l'éclosion aura lieu une vingtaine de jours après la ponte, sachant qu'au bout de 5 mois maximum, eh bien, les larves perdront leurs branchies pour s'adapter au milieu terrestre et ainsi devenir de jeunes adultes. Alors actuellement, le triton à ventre de feu n'est pas menacé d'extinction, néanmoins il possède le statut de préoccupation mineure, et bien qu'il s'agisse d'une espèce commercialisée qui fait l'objet de compagnons sympathiques par les amateurs de terrariophilie, eh bien il faut tout de même faire en sorte de conserver les lieux naturels d'où elle est originaire, puisqu'elle dépend également d'un écosystème, soit d'une structure biologique complexe et sensible. Alors, nous restons actuellement sur le sol asiatique afin de rencontrer une autre espèce. Il s'agit de l'éocémide épineuse, une tortue aquatique qui, selon moi, devrait être mieux connue. Alors, originaire de Thaïlande, de Malaisie et d'Indonésie, il faut savoir que l'éocémide épineuse, de son nom scientifique Eosemis spinosa, possède une description relativement mince. En effet, après avoir lu quelques livres dédiés à l'herpétologie, lu différentes études universitaires portant sur la description de quelques espèces originaires de la zone tropicale d'où elle est originaire, et puis pour finir avec un peu de courage
pêché quelques informations la concernant sur des sites internet, eh bien, j'ai pu établir un portrait relativement indicatif de cette espèce. Pour commencer, sachez qu'il s'agit d'une tortue aquatique qui fréquente les mares, les étangs et rivières à faible courant des forêts tropicales, ainsi qu'une zone terrestre à proximité de l'eau bien entendu et riche en végétation. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle un aquaterrarium sera vivement recommandé dans le cadre d'un maintien en captivité pour cette espèce. Alors, c'est une tortue qui se caractérise par une carapace relativement allongée, présentant 3 petites carènes sur la dossière, une traversant longitudinalement les écailles vertébrales et les 2 autres suivant la même direction, mais cette fois-ci de chaque côté de la première, soit sur les écailles costales. Alors, les écailles marginales, quant à elles, sont recourbées vers le haut, qui lui donne ainsi une particularité assez singulière. On l'observe bien de part et d'autre. Alors concernant ces caractéristiques, eh bien, elle se distingue par une dossière étant uniformément brune, composée elle-même de nuances variant du brun foncé au noir. Son plastron, lui, est de la même couleur que la dossière, mais présente des taches jaune clair sur chacune de ses écailles. Pour ce qui est de ses parties molles, soit de sa tête, ses pattes et sa queue, eh bien, notez qu'ils sont entièrement gris, voire anthracites. De plus, les yeux se reconnaissent par une iris plutôt claire, soit brun clair, percée par une assez grande pupille noire. Enfin, il faut savoir que l'Éocémide épineuse est une tortue capable d'atteindre une taille d'environ 23 cm de long à l'âge adulte. Alors concernant son régime alimentaire, eh bien, notons que cette tortue est omnivore ainsi qu'opportuniste et accepte toutes sortes de nourriture qui passerait éventuellement à sa portée. En ce qui concerne la reproduction chez cette espèce, eh bien, sachez que les connaissances actuelles que nous avons ne proviennent pas de son milieu naturel, mais plutôt de son développement dans une structure artificielle, soit en captivité. Alors en effet, d'après les informations issues de l'ouvrage L'Atlas de la terrariophilie, volume 2, Les tortues terrestres et aquatiques de Animalia Édition, eh bien, sa reproduction en captivité est extrêmement rare. Nous savons que la plupart du temps, la femelle dépose un seul œuf qui mesure près de 78 mm de long pour une largeur d'environ 38 mm, mais c'est à peu près tout ce qu'on sait la concernant. Alors enfin, avant de terminer la description de cette espèce et suite aux si peu d'informations que nous avons à son sujet, notamment en ce qui concerne son développement dans son milieu naturel, eh bien je pense qu'il serait intéressant que certains chercheurs ou scientifiques de terrain se penchent sur l'étude de cette espèce lors d'une éventuelle expédition sur les terres tropicales d'où l'Éocémide épineuse provient, d'autant plus qu'elle partage son habitat avec d'autres reptiles qui eux aussi méritent une profondeur dans leurs études afin de mieux les connaître. Bien. À présent, terminons ensemble l'excursion du royaume aquatique par la description de la dernière espèce de cette liste. Il s'agit d'ailleurs d'une autre tortue aquatique, puisque ça va concerner la géomide de Splunger. Vivant au sud-est du continent asiatique, la géomide de Spengler, de son nom scientifique Géomida spengleri, se rencontre au nord et au centre du Vietnam, au sud de la Chine, voire probablement
bien que ces indications n'ont pas été confirmées à Bornéo ainsi qu'au Laos. Alors c'est une tortue semi-aquatique qui passe la majeure partie de son temps enfouie dans le substrat forestier. Elle est d'ailleurs très rarement observée dans l'eau, préférant ainsi les zones montagneuses, sauvages et boisées, relativement humides. Alors, en ce qui concerne ses caractéristiques, eh bien, il faut savoir que la géomie de Spengler se caractérise par une carapace relativement aplatie et allongée, de forme ovale. La dossière est composée sur sa partie arrière d'écailles marginales généralement recourbées vers le haut. Tout comme la tortue précédemment décrite, eh bien, de légères carènes longitudinalement distinctes sur les écailles costales et vertébrales sont observables. Cette tortue est reconnaissable par une dossière uniformément brune, comme vous pouvez le constater, présentant tout de même des nuances de couleur variant du brun clair au brun foncé. Alors bien entendu, ces variations sont relatives à l'individu que nous pouvons avoir sous les yeux. Le plastron, quant à lui, est brun clair, lui aussi nuancé d'une couleur, mais cette fois-ci qui varie du brun clair au jaune pâle. Enfin, pour ce qui est de ses parties molles, à savoir sa tête, ses pattes et sa queue, eh bien, sont entièrement bruns qui virent au gris. D'une tache jaunâtre plus ou moins intense sur la tête, d'une pupille très noire sur une iris plutôt claire, on parle de brun clair, gris clair, voire blanc cassé. Pour ce qui est de son comportement, eh bien, notez que cette espèce se déplace souvent, mais uniquement s'il y a une raison spécifique à cela. Comme a pu le démontrer Rudloff en 1986, eh bien, ces tortues peuvent rester immobiles durant des heures, la tête haute, les yeux grands ouverts, et donc cette position sculpturale est immédiatement mise en attente par le mouvement des proies aux alentours. Alors pour autant, il est intéressant de savoir que cette espèce est facilement distraite par le mouvement et peut abandonner la proie présente dans ses mâchoires pour poursuivre d'autres tortues qui pourraient elles-mêmes essayer de se nourrir. De plus, d'après de récentes découvertes scientifiques, eh bien, nous savons que lorsque la géomie de Spengler est au repos, eh bien, elle surveille son environnement. Et ce, grâce à ses yeux qui se déplacent indépendamment l'un de l'autre. Cependant, si une proie est introduite à proximité de ces tortues, eh bien, elle fixera alors cette proie sans la lâcher du regard, même si la vision d'un œil est obstruée. Enfin, notez également que sa pupille de l'œil réagit également et efficacement au changement d'intensité lumineuse ambiante. Bon. Alors, en ce qui concerne son régime alimentaire maintenant, eh bien, il faut noter qu'elle est plutôt opportuniste et c'est une espèce omnivore. Alors cette tortue se nourrit d'insectes, de vers de terre, d'escargots, de limaces, ainsi que divers fruits. À titre indicatif, sachez que d'après certains écrits dédiés à l'herpétologie, il s'avérait qu'en captivité, cette espèce se nourrit majoritairement de souriceaux et de vers de terre. Concernant la reproduction, eh bien, il faut savoir que la géomie de Spengler est une espèce sexuellement dimorphique, effectivement, bien qu'à l'âge adulte, les deux sexes atteignent une taille d'environ 10 cm de long, le mâle est généralement plus léger que la femelle. Alors ce dernier pèse environ 110 grammes, tandis que la femelle peut avoir une masse avoisinant les 180 grammes. Les mâles adultes se reconnaissent par un iris blanc, tandis que les femelles ont un iris beige, voire brun clair. Le mâle a également une queue plus longue et plus épaisse que celle des femelles, sachant que ces dernières ont tendance à avoir un motif plus rayé sur la tête. De plus, lors de la reproduction, eh bien, la femelle pond généralement un seul œuf
et très rarement 2 par ponte. Les œufs, quant à eux, mesurent 40 mm de long pour une largeur d'environ 20 mm. Le temps d'incubation dure environ une soixantaine de jours sous une température de 28 degrés. Enfin, à la naissance, eh bien, les nouveau-nés mesurent près de 27 mm de long pour une masse d'environ 3 grammes. Alors, malheureusement, la géomie de Splunger est mal connue, en particulier au Vietnam. Habitat naturel, population et données écologiques sont pratiquement inexistantes. Et ce manque d'informations eh bien, freine les actions de conservation. Pour autant, sachez tout de même que cette espèce est actuellement considérée comme étant en danger et figure dans la liste rouge de l'UICN, soit l'Union internationale pour la conservation de la nature. Bien, nous arrivons à présent à la fin de cette petite excursion. Alors, pour celles et ceux qui souhaiteraient plus d'informations concernant les espèces que nous venons de voir ensemble, eh bien sachez que vous pouvez retrouver ce cours sous format écrit sur mon site internet, sachant que son lien est en description. Quant à moi, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau cours.